En fait, dès le début de l'exposition, on voit ce que j'ai vécu quand j'étais à l'école des Beaux-Arts. Déjà, première déception, c'était quand même autour de 68, un peu avant, un peu après. Alors déjà, non, il n'y a rien à apprendre. On est tous des génies et il n'y a pas... moi, j'espérais rentrer dans une académie comme peut être le conservatoire de musique, c'est-à-dire d'abord on apprend le solfège, on apprend les gammes, les notes justes. Il y avait quand même des cours d'histoire de l'art, donc ça c'était bien. Et puis, et là, bingo, je tombe sur les entretiens de Marcel Duchamp, de Pierre Cabane. Et là, je découvre vraiment ce que c'est que l'actualité, l'avant-garde qui est l'art conceptuel. Alors, l'art conceptuel, à partir du moment où on met un porte-bouteille sur la table et c'est considéré comme une œuvre d'art, un urinoir présenté dans une galerie et on va appeler ça une fontaine, et l'artiste, selon le propos de Marcel Duchamp, ce n'est pas celui qui l'a fait, c'est celui qui la regarde. Je me suis dit, bon, moi, avec mes mains de peintre, on a le sentiment de plus du tout appartenir à la bonne époque, quoi. J'avais un regard, à la limite, classique par rapport à ça. Donc, ma réaction, où je me suis senti violenté, vraiment, c'est-à-dire, je me suis dit, mais j'ai plus rien à foutre dans cette école. Moi, quand j'étais petit, voilà, j'étais un très mauvais élève, et la manière de séduire, d'exister dans l'école, c'était de séduire la maîtresse d'école en faisant des dessins et de dessiner. C'était vraiment ce qui me permettait d'exister à l'école. À l'époque, il ne fallait pas avoir le baccalauréat pour faire les beaux-arts, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc j'ai pu faire les beaux-arts avec deux choses qui étaient formidables, le sursis militaire, ça c'était bien, c'est important, et le resto U, on bouffait pour 2 francs 50, c'était vachement bien aussi. C'est les deux seules raisons, parce que le reste était complètement foiré, puisque l'idée c'est, on est tous des génies, c'est le style, vous jetez des grains de riz sur une toile, et ça, c'est une œuvre d'art, donc ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voulais, c'est apprendre à peindre d'une manière classique. Ce que j'ai fait plus tard, en regardant d'un peu plus près Tintoret ou le Gréco. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un tableau, une ébauche, une toile tendue sur châssis, et donc de reprendre ce métier à la base. Donc le premier artiste qu'on pouvait regarder, pour moi, c'était Poussin, et de reprendre l'enseignement de Poussin, qui va à Rome, qui regarde la peinture italienne de très près, pour lui-même revenir en France et avec des notions de peinture, et donc tout seul comme un grand, puisque personne n'était capable de m'apprendre à peindre à l'école, j'ai été dans les musées. D'ailleurs, parfois, j'y allais avec une loupe, ce qui était très mal vu. On ne regarde pas un tableau dans un musée avec une loupe. On n'a pas le droit. Ah bon, vous êtes la maison PBO, donc on est dans la technique de la peinture, et ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, pour moi, dans une école de beaux-arts, on apprend à peindre. Et peindre, ce sont des pigments, des huiles, des gouaches, des crayons, il y a des outils. Et donc, la chance, j'ai été en contact avec les deux restaurateurs du Louvre, Monsieur Petit et Monsieur Vallot, qui étaient les deux responsables des restaurations du Louvre. Et ça a été mes professeurs, en fait. Là, j'ai appris quelque chose avec eux. Et d'ailleurs, ils avaient des formations de chimistes, en fait. Oui, donc, moi, je ne suis pas chimiste. Et donc, ils m'avaient présenté une de leurs élèves, qui s'appelait Hélène Valentin. Et Hélène Valentin, elle était mon assistante, comme ça. Et elle, ça lui permettait de faire une thèse sur... son professeur de thèse, c'était M. Petit et M. Vallot. Petit Vallot, elle faisait sa thèse et en même temps, elle travaillait pour moi
pour faire. Et moi, elle m'enseignait. On a fait ensemble, on a broyé les couleurs, je me suis acheté une tricylindre. Et pour moi, c'était reprendre le métier à zéro. C'est-à-dire à commencer, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans un tube? Il y a des pigments, de l'huile, des cicatifs, des choses comme ça. Donc, j'ai travaillé tout ça avec elle sous le regard de petit Valo qui disait, ouais. Et donc, voilà, j'ai travaillé avec Hélène Valentin. Et la technique m'a beaucoup guidé. C'était à partir de cet enseignement de Petit et Valo, eh bien, j'ai abordé le sujet de la peinture. Fallait-il abandonner la peinture comme le faisaient les conceptuels, parler de forme, d'espace, de vide comme par exemple, Soulages, j'ai beaucoup d'admiration pour Soulages, mais quand Soulages fait ses vitraux et qu'il dit la seule chose qui m'intéresse c'est la lumière, oui, d'accord, c'est formidable, mais quel est le peintre qui n'est pas intéressé par la lumière, je veux dire, bon. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la lumière, mais à travers un vitrail. Alors justement, et je dois dire que adorant les histoires, les contes, les mythes et les légendes, c'est évident que je suis plus attiré par la figuration que par l'abstraction. Il y a d'ailleurs, à mon époque, il y avait eu des grands abstraits, hein, de Kandinsky, pour parler de Roscoe, par exemple, pour moi, qui est le plus grand peintre abstrait. Tout a été fait dans la forme de la peinture. On a déchiré les toiles, on les a peintes, on les a brûlées. Mais ce qui reste toujours tout à fait nouveau, c'est au niveau du sujet. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé dans ce que vous pouvez voir à l'exposition de cette rétrospective. Les premières toiles, j'ai un rapport très classique à la peinture, jusqu'à la salle de la Divine Comédie de Dante. C'est-à-dire le rapport classique, un mythe grec, un mythe égyptien ou un mythe biblique. Dante, c'est les enfers, le paradis, etc. Ça se raconte. Donc ça va être toute la première partie de l'exposition et ça donne des grandes toiles avec des mythes même personnels, comme les vases bleus. On voit toute une série de vases bleus avec un thème de pendu à l'envers qui est des combinaisons de tarot, les constellations. Il y a dans la peinture, il y a des repentirs. Par exemple, dans l'histoire de la peinture, des repentirs. Cette histoire où vous avez le Velázquez qui regrettait d'avoir fait mal peint son cheval. Donc il y a une patte qui apparaît, tout d'un coup il y a un cheval à 5 pattes. Avec le temps, la 5e patte qui est réapparue parce que l'huile devient de plus en plus transparente avec les siècles, ce qui fait qu'il y a un tableau du Gréco qui s'appelle Laocoon, c'est pareil. Laocoon, quand il a fait ce père comme ça, bouffé par des serpents, et puis il y a un des fils de Laocoon qui regardait vers l'extérieur du tableau, ça n'a pas plu à du Gréco, alors il le fait regarder vers l'intérieur de la toile. Alors il a effacé la tête, mais avec le temps, la tête qu'il a effacée a réapparu. Un personnage à 2 têtes, ça c'était pas prévu dans le tableau, mais c'est comme un acte manqué. Moi qui aime bien la psychanalyse et les actes manqués comme sujet de peinture, j'ai joué sur des actes manqués, des repentirs, des choses comme ça. Et ça va jusqu'à l'exposition de Dante. Et après, il y a un entre-deux qui est l'installation. Alors là, on change de technique. Ce sont des toiles flottantes, c'est plus de la peinture à l'huile, tendue chaussée, ce sont des acryliques sur toile flottante, parce que l'acrylique est beaucoup plus souple, beaucoup plus sèche rapidement. Et donc dans cette installation, elle est sur Rabelais, et c'est avec des oculis. Ce qui est important dans cette installation, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qui est à l'intérieur de l'installation. Il faut regarder par des petits oculis ce qui se passe à l'intérieur. Et là on n'est plus vraiment, ça va être le suite de l'exposition, on n'est plus dans ça se raconte, on est dans une autre attitude. Dans l'œuvre de Rabelais avait déjà des connaissances
par exemple, la Divine Comédie, c'est dans l'œuvre de Dante, il y a cette mise en scène, puisque Virgile n'a pas le droit d'aller au paradis, puisqu'il n'a pas connu le Christ. Donc, dans la position de Dante dans sa peinture. Là, avec Rabelais, on est dans un autre monde. Déjà, Rabelais, au niveau de ses histoires, il mélange tout. La mythologie, des contes de son époque, la mythologie, et puis là, il touche à la Kabbale, ce qui était très mal vu à l'époque, et ça lui a failli, c'est le bûcher, là, on ne plaisante pas avec ça, il a flirté avec le bûcher, s'il n'avait pas été protégé par un ami qui était évêque, je crois qu'il aurait eu des problèmes. Et il dit une chose qui, pour moi, est très importante. Il dit les mots de la Bible, c'est un peu comme des silex qu'on frappe les uns contre les autres parce que ça fait des étincelles. C'est vrai qu'on frappait des... Et ça, c'est une position de kabbaliste. De kabbaliste parce que ça veut dire que les mots, c'est comme des cailloux. Et là, déjà en hébreu, le mot lui-même, caillou, est déjà très intéressant au niveau de support, ça nous emmène vers autre chose. Et déjà, il faut savoir que dans la Kabbale, qui nous renvoie à l'hébreu, à la langue hébraïque, chaque mot en hébreu a au moins 4 sens, minimum 4 sens. Donc, si chaque mot a plusieurs sens, vous imaginez inverser le nombre de sens qu'il peut avoir, c'est pour ça que ça se discute. Et là, c'est ça qui ne plaît pas à l'Église, qui est assez dogmatique, c'est que là, le texte s'ouvre, la Bible s'ouvre à différents sens, et là, l'Église n'a plus de maîtrise sur ça. C'est là où Rabelais offre un problème à son époque. Mais moi, moi, pas seul, bien sûr, tout d'un coup, le texte s'ouvre, il y a une vraie... pour moi, j'ai vécu ça en étudiant l'hébreu avec des maîtres, c'est que tout d'un coup, le texte se révèle. À étudier le texte, vous découvrez des sens qui se révèlent, qui sont là, qui sont écrits, mais avec des jeux de mots, des jeux de style. En hébreu, on appelle ça des tsérophim, mais ça veut dire, en français, ça s'appelle des anagrammes, mais des anagrammes, c'est une manière de décoder le texte, parce qu'il y a des règles à suivre, mais avec une infinité de combinaisons de ces pièces. Et donc, il faut considérer, ne serait-ce que la Torah, qui a un nombre de lettres limité, comme sur un échiquier, à toutes les combinaisons possibles. Et là, ça commence à être assez excitant de travailler ça avec des gens qui savent manipuler le texte. Et entre autres, j'ai travaillé ça avec... donc mon premier maître, ça a été Yaakov Aharosh. Mon deuxième maître, ça a été Marquin Lawaknin, qui fait pratiquement tout le reste de l'exposition. Et maintenant, je travaille avec un autre maître qui s'appelle Pierre-Alain Salfati. Si vous voulez connaître un peu de quoi ça retourne, il y a un livre qui s'appelle Bereshit, et lui qui a des connaissances, justement, et c'est passionnant. Moi, là-dedans, je ne suis qu'une oreille. C'est pour ça que dans mes tableaux, il y a beaucoup d'oreilles, parce qu'il y a l'idée d'écouter beaucoup. Toute la troisième partie de l'exposition, comme dans la première partie, avant Rabelais, ce sont une mise en scène des mots, et pour que les mots tiennent la route, il faut bien un socle, il faut bien des histoires pour que ces mots soient mis en valeur. Voilà, là vous avez un peu l'esprit de l'exposition. Je veux dire, à partir du moment où ces tableaux sont sortis de mon atelier, donc ils ne m'appartiennent plus, mes associations de pensée, mon discours sorti de l'atelier, il n'est plus là, donc la peinture appartient à celui qui le regarde. Et ça, c'est ça sa force par rapport à la littérature, parce que la littérature, ça se lit, et encore, ça se lit, mais quelqu'un comme Roland Barthes,
dit lui-même que un roman comme de Balzac, La Sarrasine, pour citer son exemple, dans son livre SZ, eh bien même dans La Sarrasine, ce roman de Balzac, cette Sarrasine, elle appartient au lecteur, et Balzac n'a pas d'importance dans cette histoire.